Salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, pas mal de news aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, ouais, ça va surtout être des news. Pour ce qui est du développement de marché, on va regarder un petit peu le Bitcoin, évidemment, et puis le reste un petit peu du marché, hein, comme d'habitude, et voir un petit peu ce qui s'y passe. Il y a eu pas mal de mouvements hier, et il y a eu des news intéressantes. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a un petit peu matière. On va essayer de passer relativement vite sur tout ça. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc aujourd'hui c'est le jour J, qu'est-ce qui se passe? Eh bien Jérôme Powell va enfin nous annoncer si les taux d'intérêt sont baissés, et probablement, hein, très probablement, en tout cas c'est ce que le marché attend, hein, que les taux d'intérêt soient baissés de 50 ou de 25 basis points. Donc le marché pour l'instant a l'air d'être plutôt en train de parier sur une baisse de 50 basis points. Personnellement, ça m'étonnerait que Jérôme Powell nous donne une baisse de taux d'intérêt aussi importante, de peur de surprendre les marchés et d'avoir des mouvements trop violents. Et du coup, ça ne m'étonnerait pas que la baisse soit de seulement 25 basis points. Donc bon, ça c'est mon pari personnel, ça ne regarde que moi, c'est mon opinion personnelle. Voilà, donc quoi qu'il en soit, quelle va être l'issue de cette baisse des taux d'intérêt? Eh bien, Money Printer will go brrr. Donc, je sais pas si tu connais ce même, mais en gros, voilà, grâce à cette baisse des taux d'intérêt, eh bien, la planche à billets va pouvoir recommencer à, euh, à marcher et le dollar va pouvoir commencer à enfin, pouvoir continuer de perdre de la valeur et du coup ceci va nous emmener du coup vers l'étude du DXY que l'on verra ensemble un petit peu plus tard. Voilà, alors maintenant on va continuer ce live d'aujourd'hui avec le petit tour des news comme on fait d'habitude avant de retourner vers le côté finance. Alors, une news assez extraordinaire. Hezbollah qui utilisait des pagers, donc des pagers en fait ce sont des petits beepers, en fait ils utilisaient ces beepers pour faire en sorte de ne pas utiliser des téléphones portables, de peur qu'ils soient tracés, que le GPS soit tracé, que les communications soient écoutées, etc. Donc peur totalement légitime. Du coup, leur solution était d'utiliser des petits beepers. Et en fait, quand ils ont commandé ces beepers il y a quelques mois, Israël les a interceptés, ou alors même, je sais pas, c'est encore on sait pas trop comment est-ce qu'ils se sont procurés ces pagers pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, Israël a réussi à les hacker, ou même à, d'après cet article, introduire quelques grammes d'explosifs dans les beepers. Et ça, enfin, tous les beepers ont explosé en même temps hier, donc 5000 beepers ont explosé en même temps. Et du coup, bah, il y a eu voilà, 3000 blessés. Et donc, enfin, comment dire, c'était une attaque qui visait Hezbollah, hein. Donc voilà, il y a eu 3000 blessés parmi ces dirigeants de Hezbollah, ou en tout cas ces utilisateurs de pagers qui faisaient partie de Hezbollah. Il y a eu des morts. Je crois qu'on décompte pour l'instant 9 morts. Et les points que je voulais souligner, donc je voulais aussi montrer vite fait cette petite vidéo pour montrer un petit peu la violence du truc. Hop, donc si on regarde ce mec-là, paf! Voilà, donc le truc qui était dans sa poche qui explose, donc le mec est complètement neutralisé. Et donc il faut imaginer que 5000 beepers comme ça ont explosé en même temps au Liban. Tous utilisés normalement par enfin, on espère en tout cas par des membres du Hezbollah. Donc j'ai vu que du coup évidemment il y a eu des dégâts collatéraux, une petite fille de 9 ans notamment qui est décédée des faits de cette attaque. Donc bon c'est tragique évidemment. Voilà les points que je voulais souligner. Donc l'explosion visait les membres de Hezbollah. Ouais, donc il y a eu des blessés au visage, des doigts manquants, des blessures béantes à la hanche où le beeper était probablement porté. Et voilà, donc ça explique aussi que la situation à la border, enfin à la border, pardon, la situation à la frontière entre Israël et le Liban est dans une situation précaire et que les risques d'aggravement de la situation sont présents, hein. Donc voilà, donc c'est à surveiller et surtout que la Hezbollah a dit qu'ils allaient pas laisser cette action sans réponse. Donc bon à voir ce qui se passe. Et le dernier point que je voulais montrer dans cet article-là, c'est que bien c'est un
cette attaque-là prouve à quel point les services secrets, donc le Mossad, le service secret israélien, sont extrêmement puissants. Et d'ailleurs, c'est aussi probablement pour ça que l'Iran n'a toujours pas répondu quant à l'exécution de l'officiel du Hamas, je sais plus comment il s'appelle, mais je pense que tu te souviens, l'officiel du Hamas qui s'était fait tuer probablement par Israël quand il était en train de rester en Iran. Et en fait, ça aussi, c'était une preuve que bah, les services secrets israéliens sont extrêmement en place dans la région. Ils ont des assets un petit peu de partout, et c'est un petit peu ce qui terrorise en fait toutes ces organisations euh, d'en face du côté islamique, donc du côté bah, du Hezbollah, de l'Iran, etc. Ça les terrorise un petit peu de répondre à toutes ces attaques d'Israël parce que bah, ils se rendent compte à quel point Israël est en place dans la région et du coup bah, je pense qu'ils ont peur que Israël soit au courant des réponses, des répercussions possibles qu'ils envisagent avant même de pouvoir les faire. Voilà, donc bah, cette situation évidemment du Moyen-Orient qui est encore à suivre de très près, un développement extrêmement intéressant. Et voilà, donc ensuite Next, donc surtout, enfin toujours sur ce qui se passe ici sur l'explosion des pagers à Beyrouth. Un ambassadeur de l'Iran a été touché et gravement blessé. Il a perdu un œil et le deuxième a été gravement atteint. Donc voilà, donc bah, c'était une attaque qui visait Hezbollah, mais l'ambassadeur de l'Iran a aussi été touché. Donc je pense qu'il faut aussi s'attendre des réactions du côté de l'Iran. Voilà, donc ça n'envisage rien de bon pour la situation euh, sur place. Je me rends compte que j'ai oublié de modifier le nom du live. Bon, et ben c'est pas grave. D'après mon live, on sera toujours le 17 septembre. Et c'est tant pis. De côté un petit peu plus joyeux, Microsoft et BlackRock qui vont enfin, investir massivement dans le développement de l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc c'est juste un petit point que je voulais pointer. Toujours du côté des news technologique, Elon Musk qui nous explique que Neuralink aura potentiellement la possibilité dans le futur de rendre la vision à des gens qui non seulement ont perdu leurs yeux, mais aussi le nerf optique qui lie les yeux au cerveau. Donc, il explique qu'au début, la résolution sera évidemment très basse, mais que petit à petit, on pourrait potentiellement, dans un avenir proche, avoir une vision améliorée grâce à Neuralink. Et du coup, il explique qu'on pourrait même voir des ultraviolets ou des infrarouges grâce aux lunettes ou aux lentilles, ou je ne sais pas sur quelle forme ça prendra, mais grâce à cet outil développé par Neuralink. Voilà, donc très intéressant. Next, ensuite, toujours en rapport avec l'intelligence artificielle, en Californie, une nouvelle loi qui menace la liberté d'expression. Des comment dire, eh bien, oui, en Californie, ils sont en train de voter une loi qui rendra euh, le partage de, pardon, le partage de vidéos générées par intelligence artificielle illégal. Donc, je suppose que enfin, ce ne sont pas toutes les vidéos par intelligence artificielle, mais celles qui visent les, des politiques ou des personnes réelles. Et si la personne qui les partage sait qu'elles sont fausses, eh bien, ça sera illégal de les partager. Donc, c'est une grave atteinte à la liberté d'expression aux États-Unis. Mais bon, enfin, on sait qu'en Californie, ils sont dans cette démarche depuis un petit moment. Et c'est inquiétant hein, parce que j'ai l'impression que chaque jour que je fais ce live, il y a de nouveaux pays, de nouveaux endroits qui font des lois ou qui en tout cas prennent des actions qui sont extrêmement, comment dire, extrêmement inquiétante hein, quant à la liberté d'expression dans l'Ouest. Et le problème, c'est que bah, l'Ouest est un petit peu le monde libre, le monde de la liberté d'expression. Et si on est plus libre dans l'Ouest, eh bien, c'est pas sûr que ce soit à l'Est ou dans les pays en voie de développement qu'on pourra être libre. Donc c'est très inquiétant de voir que bah, la liberté d'expression est vraiment en train de s'atténuer à l'échelle mondiale. C'est pour ça qu'on est dans la crypto, évidemment, hein, pour garder notre souveraineté sur nos capitaux. Enfin bref, ensuite, qu'est-ce que je voulais montrer ici? Oui, j'ai juste hurlé de rire en fait en lisant cette news. Pardon. Du coup, je voulais la montrer.
Vraiment, elle m'a fait exploser de rire. C'est les employés du New York Times, les employés de la tech du New York Times qui demandent, qui menacent de partir en grève parce que leur demande c'est une semaine de 4 jours, d'avoir des, euh, d'avoir des time off parce que si leur, je suis désolé, j'arrive pas à me concentrer, c'est tellement stupide. Donc si leurs animaux de compagnie décèdent, ils veulent avoir des nombres de jours illimités de vacances. Qu'est-ce qu'ils demandent d'autre? Non mais c'est absolument ridicule. Tac tac tac. Voilà, ils veulent bannir les produits qui ont des odeurs des salles de pause. Euh, Quoi d'autre? Je crois que c'était ce truc-là. Donc 4 Day Work Week. Donc voilà, ils veulent bosser que 4 jours. Ils veulent avoir un nombre illimité de time off quand ils sont malades. Voilà. Et ils veulent avoir, ça c'est le plus inquiétant, ils veulent avoir un droit de veto sur les news que le journal, le New York Times, publie. Voilà. Et puis bon, bah du coup, ça on en a déjà parlé, putain, ça me fume, ça me fume. Ils veulent pouvoir avoir des jours off quand leur animal de compagnie meurt. Enfin, c'est complètement. C'est complètement. Ça me fend de rire. Bon, bref, voilà, on va aller passer relativement vite sur ces idiots du village, voilà, et on va ensuite passer sur des trucs un petit peu plus sérieux et en bifurquant sur la crypto. Donc j'avais dit que voilà, bah, la token 2049 c'était un événement qu'il fallait regarder de près et effectivement Sui qui nous annonce un partenariat avec Circle en disant que bah, l'USDC va être intégré nativement sur la blockchain Sui. Voilà, donc bah, Sui qui est en train de nous faire plus haut sommet sur plus haut sommet sur plus haut sommet. Je suis un peu dégoûté d'avoir loupé le move. Ça fait un petit moment que je regarde Sui. J'ai oublié de, enfin j'ai pas oublié, et je ne suis pas rentré et maintenant ça a l'air d'être un petit peu tard donc je vais attendre un retest avant de faire mes bagues sur Sui, enfin bref. Ensuite, voilà donc le petit point sur les taux d'intérêt, donc le marché qui nous price un 63% de chance pour que la baisse des taux d'intérêt soit de 50 bips, comme je l'ai dit précédemment, ça m'étonnerait que la baisse soit aussi importante, mais bon, sait-on jamais, hein, je peux me tromper. Polymarket nous explique que il y a 56% de chances que la baisse soit de 56%, de 50%, pardon, et 43 pour qu'elle soit de 25 basis points. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi potentiellement des gens sur Twitter qui nous mettaient la possibilité que la baisse soit de 75 basis points. Bon, ça m'étonnerait grandement. Après, si on a des baisses plus importantes que prévu, donc de 50 ou de 75 basis points, il est possible que le marché croit que Jérôme Powell et la Fed font des baisses aussi importantes parce que l'économie se comporte mal. Donc en fait, je pense qu'une des baisses de taux d'intérêt importantes seraient à court terme un signe de faiblesse de l'économie, ou en tout cas interprété comme tel par les investisseurs, ce qui pourrait nous faire un rebond du DXY, si la baisse est trop importante, hein, encore une fois, rebond du DXY, alors certainement pas aussi important que ça, sachant qu'on est en weekly, on va se mettre un petit peu en weekly pour faire des dessins un petit peu plus réalistes que ça. Donc voilà, si on a une baisse des taux d'intérêt très importante, on pourrait revoir un test mid-range, ou alors pourquoi pas même un test en haut de range, avant ensuite de repartir à la baisse, parce que comme on l'a dit, money printer go brrr. Moi, ce à quoi je m'attends personnellement, hein, encore une fois, ça c'est mon avis, moi je m'attends à voir une baisse des taux d'intérêt de 50 basis points comme prévu, ce qui nous indique que bah, euh, l'économie n'a pas de situation précaire ni ne va excessivement bien. Du coup, eh bien, en fait, on pourrait voir ce DXY percer tout doucement et partir vers le bas, nous casser ces bas ici ces lows ici que l'on surveille depuis un petit moment, qu'on aimerait bien voir casser pour donner de la force aux assets à risque et au Bitcoin. Voilà, donc ensuite pour passer un petit peu sur le reste des assets, regardons un petit peu ce que fait le pétrole qui nous a fait un joli petit rebond, hein, qui rebondit sur des supports long terme. Donc est-ce que c'est un retest avant de partir plus bas, enfin consolidation sur les lows et ensuite on repart en bas, ou alors est-ce qu'on a rebondi sur le bas du range et maintenant on repart vers le haut pour peut-être réintégrer ce triangle d'accumulation ici, tac, ici, hop, et ensuite, bah, où va-t-on? On ne sait pas. Donc, affaire à suivre sur le pétrole. Euh,
Intéressant de voir que bon, les assets à risque hier n'ont pas fait grand-chose, hein, en attente de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Le petit point que j'ai trouvé intéressant, c'est que bon, bah, le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones ont tous rebondi sur les niveaux qu'on avait identifiés hier. Il y a juste le Russell qui, lui, pour le coup, continue de monter vers le haut et a cassé en fait sa trendline. Donc ça, je trouve assez intéressant de noter ça sur le Russell, hein, qui montrerait potentiellement un pivot qu'on avait déjà commencé à observer il y a quelques mois entre les grosses tech vers les low cap du marché américain. Voilà un petit peu ce que je voulais montrer. Le Bitcoin hier qui nous a fait une petite pump ici, qui est allé chercher un plus haut sommet, donc le cluster de liquidité qu'on avait identifié un petit peu plus haut. Voilà. Cluster de liquidité ici qui maintenant se sont formés très nettement à 61 500. Donc à court moyen terme, il ne faudrait pas être étonné de voir le Bitcoin venir nous faire des plus hauts sommets, pardon, excusez-moi, un petit peu plus haut par ici. Et si on regarde un petit peu plus long terme, voyons voir ce qui s'y passe. Allez, allez. Voilà, donc un petit peu plus long terme, difficile d'avoir une lecture un peu de cluster de liquidité maintenant qu'on est allé chercher ici ces clusters voilà, à 60 000 et puis maintenant à 61 000. Et maintenant, est-ce qu'on va revenir faire un plus haut sommet par ici? Donc si on regarde un petit peu la charte du Bitcoin en 4 heures, ça peut être intéressant de voir ce qui s'y passe et d'identifier qu'en fait, eh bien, on a l'impression qu'on commence une trend haussière pour l'instant à relativement moyen terme. Donc même on pourrait identifier un sommet ici, un creux là, un sommet ici, un creux là, un sommet ici. Maintenant, où va être le plus haut creux? Ou alors est-ce qu'on va continuer ici pour venir faire un plus haut sommet un petit peu plus loin? Donc voilà le Bitcoin à moyen terme. Je voulais aussi identifier que si on regarde un petit peu ce qui se passe sur les long shorts, et bien moi ce que j'identifie ici c'est que eh bien les gens shortent la montée et du coup ce fait là, le fait que les gens shortent la montée, donc alors c'est ce que j'identifie sur les ordres, je voulais montrer aussi un petit peu ce qui se passe, pardon, ce qui se passe, non, j'ai n'importe quoi. Voilà, sur les open interest et le funding rate. Donc on avait identifié un funding rate qui avait été négatif pendant un petit moment, maintenant on est repassé positif, ce qui est de bonne augure, les open interest qui augmentent. Voilà, donc moi en tout cas ce que j'identifie, et vu que le funding rate est quand même relativement faible ici, pas mal de gens short cette montée-là. Et moi, je trouve ça complètement bullish parce que si on retourne un petit peu ici sur ce graphe, sur ces anticipations, ces petits scénarios que j'avais identifiés, eh bien pour moi, ce scénario de pré-pump en fait devient de plus en plus possible parce que déjà le dessin correspond à ce que j'avais identifié et ici les conditions que j'avais mises pour que ce scénario devienne de plus en plus possible, c'était que le retail short la montée, ce qu'on a identifié sur les je fais n'importe quoi sur les longs shorts, hein. Donc moi je pense que ce scénario, pardon, il est en double. Bon, on va le virer. Hop, ce que j'identifie. Merde. Voilà. Ce que j'identifie, moi, c'est ici peut-être maintenant un 30% de chance pour qu'on ait cette pré-pump ici. Ce qui réduirait pour moi le scénario d'Extreme Pain à 25% potentiellement, non mais même 20%, je pense le Extreme Pain il devient de plus en plus unlikely, d'après moi. Voilà aussi ce qui est intéressant et ce qui appuie cette thèse, c'est que le Fear and Greed Index est toujours en fear, limite presque en neutral mais toujours en fear, donc je pense qu'il y a pas mal de disbelief, pas mal de les gens ne croient pas en cette pump, parce que premièrement ils la short et deuxièmement ils sont toujours fearful. Donc voilà pour moi ça appuie encore une fois cette théorie. Voilà un petit peu ce qui se passe sur les marchés crypto. Je n'ai pas fait le tour des alts, hein, en fait pour expliquer un petit peu. En ce moment je suis en France donc je n'ai plus cette alpha d'être en Thaïlande et d'être en avance sur toi pour te faire vraiment une review complète du marché. Donc j'ai moins de temps pour préparer ce live, mais ça reviendra, je retourne en Thaïlande dans 2 semaines, donc d'ici 2 semaines je pourrai à nouveau faire des lives plus complets. Voilà, donc un petit peu ce qui se passe sur les marchés, tout ce que je voulais montrer. Je voulais montrer pour finir ce tweet de Dan Crypto
qui explique que c'est assez intéressant de voir que en ce moment les projets qui nous intéressent et qui font du bruit, c'est 90% des projets sont tout à fait nouveaux et qu'ils ont beaucoup de fonds, ils ont six figures, donc des, hum, des chiffres, des nombres à 6 chiffres pour avoir des booths à la token 2049. Donc bah, ces tout nouveaux projets ont beaucoup d'argent, probablement des VC. Et, euh, et voilà un petit peu ce qu'il voulait montrer. Et je crois que sa réponse ici était aussi intéressante. Voilà, donc c'est parce que en fait il est à la Token 2049 et il nous fait une petite review un petit peu du sentiment qu'il ressent sur place en nous expliquant que les gens sont neutrales et que sur le short terme les gens ne savent pas trop de la direction que le Bitcoin et le marché crypto va prendre, mais qui sont bullish pour l'année prochaine. Voilà un petit peu tout ce que je voulais montrer aujourd'hui. Désolé, pas de liste d'altcoins, pas d'études de marché crypto en profondeur, mais j'espère que ça te permet au moins d'avoir une petite perspective des news et en tout cas une overview du marché Bitcoin, euh, enfin ouais, une perspective assez large du marché Bitcoin. Je te remercie de ton attention et puis bah je te dis à demain.